Bonjour à tous et bienvenue sur les histoires vraies et réelles. Dans cette série, nous allons plonger dans les méandres sombres et fascinants des histoires de crimes réels. Chaque épisode vous révélera les détails intrigants et parfois troublants d'affaires qui ont captivé l'opinion publique. Préparez-vous à découvrir le mystère, l'enquête et les répercussions de ces événements tragiques. Installez-vous confortablement car nous explorons ensemble l'ombre et la lumière de l'âme humaine. Préparez-vous à être inspiré et ému par cette incroyable aventure humaine. Restez avec moi pour découvrir l'histoire de Naïma et Rabah Charchour. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de Naïma. Cette affaire, on pourrait dire que c'est le scénario d'un film. Naïma Charchour est une Algérienne née en France en 1985. Son père s'appelle Rabah. À chaque fois, elle a un travail différent. Parfois chauffeur de bus, parfois épicier. Chaque fois, elle change de métier. Comme sa mère était femme au foyer. Naïma n'a pas de frère ou sœur. Elle était la seule enfant de ses parents et elle était très chérie par son père. Naïma avait 5 ans lorsque ses parents ont divorcé. Sa mère est retournée en Algérie sans Naïma et parce que son père étant occupé par son travail et manquant de temps, a laissé sa fille avec ses parents qui avaient 8 enfants. Elle formait une famille très unie, respectueuse des traditions et soumise à de nombreuses règles. Les grands-parents de Naïma lui ont enseigné à être indépendante, honnête, sincère et à ne pas trahir la confiance des gens. Cependant, à mesure que Naïma grandissait, elle se sentait de plus en plus étouffée par ses grands-parents. Elle désirait vivre librement et être indépendante. Comme la plupart des familles algériennes voulaient élever leurs enfants selon leurs traditions et coutumes. Naïma était différente. Elle voulait vivre sa vie comme elle le tendait, recherchant la liberté. Cela créait souvent des tensions et des problèmes entre elle et son père. À l'âge de 18 ans, Naïma a eu une grande dispute avec son père Rabah, dont elle ne se souvient plus exactement de la raison. À cause de cela, Naïma a décidé de s'enfuir. Elle a quitté la maison pour vivre seule dans une ville lointaine, loin de l'endroit où vivait son père Rabah. Naïma va vivre à Paris et travailler dans une construction automobile. Elle va commencer à vendre des voitures et établir sa vie. Elle aura un bon revenu, ce qui lui permettra de vivre de manière indépendante et de subvenir à ses besoins. Au travail, Naïma fait la connaissance d'Eric. Elles vont beaucoup s'apprécier. Comme on dit, c'est le coup de foudre. Naïma va tomber amoureuse de lui et une relation amoureuse va naître entre eux. Eric était 4 ans plus âgé que Naïma et menait une vie stable avec un bon travail et une sécurité financière. Quelques mois après s'être rencontrés, Eric et Naïma ont décidé de vivre ensemble. Naïma continuait sa vie normalement, sans famille proche. Pendant 3 ans, sa famille n'a pas eu de nouvelles d'elle. Son père Bah était très surpris et profondément bouleversé par cette rupture. Il se demandait pourquoi Naïma avait agi ainsi, alors qu'il lui avait donné toute la liberté et tout ce dont elle avait besoin. Eric revenait toujours sur le sujet avec Naïma, lui demandant pourquoi elle ne communiquait pas avec sa famille et ce qui avait provoqué cette rupture. Chaque fois, Naïma commençait à pleurer et à avoir des crises d'anxiété, expliquant qu'il avait peur que sa famille la retrouve ou découvre où il vivait. Elle était tellement effrayée qu'il avait signé le bail de l'appartement, le contrat du téléphone et même la voiture au nom d'Eric pour éviter d'être retrouvée.
Elle n'avait rien à son nom. Contrairement à Eric, Naïma n'avait jamais expliqué à Eric pourquoi elle avait coupé les ponts avec sa famille, bien qu'il voulait qu'Eric comprenne. En 2008, après que Naïma ait fui la maison de son père, précisément le 14 avril 2008, Rabbah, le père de Naïma, est allé au commissariat et a avoué qu'il avait tué sa fille Naïma et Eric. Eh oui, vous allez vous demander comment est-il les a trouvés et est-ce qui s'est passé pendant ces 5 années. Eh bien, écoutez-moi et je vais vous expliquer tout cela petit à petit. Quand Rabbah s'est rendu de son propre gré au commissariat, les policiers l'ont immédiatement arrêté puisqu'il avait tout avoué. Le procès a commencé rapidement et il n'y a plus eu d'enquête approfondie. Lors de la première séance du procès, le juge s'est contenté de répéter et de résumer ce qui s'était passé. Rabbah, tu es allé ici, tu as fait cela, tu as tué celui-ci. Le juge répétait ce qui s'était passé et ce que Rabbah avait avoué. Imaginez, Rabbah a passé toute la séance avec ses mains sur les oreilles pour ne pas entendre ce que disait le juge. Ensuite, le juge a demandé à Rabbah de décrire sa relation avec Naïma et de parler d'elle. À ce moment-là, Rabbah a commencé à pleurer de manière incontrôlable et hystérique. Elle a dit que Naïma était sa fille unique, qu'elle vivait pour elle et qu'il était très proche d'elle et elle l'aimait aussi. Rabbah n'a pas pu continuer à parler de sa fille. Alors, la première séance s'est terminée là. Lors de la deuxième séance, des psychiatres sont venus pour comprendre pourquoi Rabbah avait agi ainsi et pour analyser sa personnalité et ses propos. Ils ont conclu que toute la vie de Rabbah tournait autour de sa fille. La seule raison pour laquelle elle vivait était Naïma. Elle travaillait pour elle, avait refusé de se remarier et de fonder une autre famille uniquement pour sa fille. Les problèmes de Rabbah avec Naïma ont commencé lorsque Naïma a commencé à penser à son indépendance, en voulant étudier dans un endroit éloigné et voyager seule. Rabbah, qui l'aimait à la folie, se mettait très en colère et provoquait des disputes entre eux. Elle devenait confuse et n'acceptait pas du tout l'idée, ni même d'en discuter. Après la suffocation et la fuite de Naïma en 2003, Rabbah a sombré dans une profonde dépression et a eu des troubles mentaux. Il ne pouvait plus supporter de vivre sans sa fille. Elle a même engagé un détective privé pour la retrouver, mais sans succès. Elle a finalement démissionné. Rabbah va être frappée par une idée. Elle va contacter une ancienne amie qui s'appelle Amari, qui travaille à la sécurité sociale. Elle va lui dire qu'elle cherche sa fille et qu'il s'ennuie beaucoup d'elle. Elle va lui demander s'il peut lui donner son nom et son prénom et le contact de la sécurité sociale et de trouver l'adresse à travers de ce numéro. Cette demande de Rabbah est illégale bien sûr et pour personne ne devrait fournir ces informations. Cependant, l'ami de Rabbah qui s'appelle Amari va probablement les rechercher et lui transmettre l'adresse. Rabbah va obtenir l'adresse de Naïma, mais elle ne lui en parlera pas. Ensuite, elle va la surveiller discrètement pendant 2 ans. Oui, 2 ans, en se tenant devant sa maison, notant ses horaires d'entrée et de sortie, sans que Naïma ne le remarque. Ensuite, elle part. Un jour, Naïma rentra du travail plus tôt et trouvera Rabbah qui n'est pas caché face à face. Naïma sera très effrayée. Elle verra son père et s'enfuira en courant. Elle criera à son ami qui travaille avec elle. S'il vient, je suis en danger de mort. Mon père me poursuit et veut me tuer.
À ce moment-là, Sylviane créera à Eric de monter rapidement dans la voiture et de venir chercher Naïma. Cette dernière, par peur, décide de ne pas rentrer chez elle et reste chez son amie Sylviane. Après quelques jours, elle retourne chez elle mais ne voit pas son père. Pendant des mois, car Rebah ne comprend pas pourquoi elle a fui ou s'elle est cachée sans être vue. Peut-être, seul Dieu sait. Un jour, Eric et Naïma descendront de l'ascenseur pour aller travailler. En ouvrant la porte, elles trouveront Rebah en face d'eux. Naïma sera tellement choquée qu'elle trébuchera et criera, puis elle se cachera derrière Eric. Rebah commence à lui dire qu'il ne la punira pas et qu'il ne devrait pas avoir peur, car elle est sa fille bien-aimée. Lorsque Naïma entend ces paroles, elle s'adoucit, le serre dans ses bras et Eric leur dit « Allons chez nous et parlons ». Rebah a discuté avec Naïma et Eric, ne ressentait ni rancœur ni haine envers elle. Au contraire, il semblait heureux de retrouver sa fille. Naïma dit à son père qu'il s'est enfui parce qu'il avait peur qu'elle la tue. Rebah lui répond en disant qu'elle est sa fille et qu'elle est la plus précieuse pour lui et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Rebah parlait avec Naïma et Eric comme si de rien n'était, sans ressentir de rancune ni de haine. Puisque cette rencontre s'est bien passée, Eric et Naïma vont proposer à Rebah de revenir chez eux. Ils ont convenu de se rencontrer le 14 avril 2008. Rebah prendra le train pour se rendre chez eux, car elle habite loin. Naïma et Eric iront en voiture pour le chercher à la gare. Et tout s'est bien passé. Elle est marchée avec eux jusqu'à leur maison. Puis, elles ont sorti pour se promener et tout s'est bien passé sans le moindre problème. En fin d'après-midi, Eric a proposé à Rebah de le ramener chez lui en voiture. Rebah a accepté. Ils sont partis ensemble vers sa maison, qui est à 1h30 de route. Après leur arrivée à la maison, Rebah les amène faire un tour dans le quartier et leur montrer bien sûr la maison. Ils ont entré dans le salon. Rebah a proposé à Eric et sa fille de prendre un café. Ils ont accepté bien sûr, puis ils ont discuté un petit peu, ils ont rigolé ensemble, tout s'est bien passé. Ensuite, Eric a dit à Rebah qu'il est déjà tard et qu'ils doivent rentrer chez eux car ils ont encore 1h30 de route à faire. Rebah leur dit d'accord. Et quelques minutes après, il a entré dans une autre chambre. Et la surprise, c'est que M. Rebah a ressorti avec une carabine de chasse. Rebah va pointer directement l'arme directement sur sa fille et lui dire « Tu crois que je vais te laisser passer après ce que tu as fait? Tu nous as couverts de honte et tu as déshonoré la famille. » Et elle va tirer une balle directement dans sa tête. Eric va rester choqué, ne comprenant rien et ne sachant pas s'il est dans un rêve ou dans la réalité. Elle va rester abasourdée. Rebah va tirer sur lui, mais le coup ne va pas le tuer parce qu'il a atteint aux jambes. Rebah va essayer encore une fois de tirer à nouveau, mais elle va découvrir que l'arme est vide. Alors, Rebah va entrer rapidement dans la chambre, prendre un petit pistolet et tirer une balle directement dans la tête d'Eric. Mais le miracle, c'est qu'Eric ne meurt pas et ne perd pas connaissance. Même après avoir été touché à la tête, Eric était conscient et savait tout ce qui s'est passé autour de lui. Il pouvait bouger, mais il a fait semblant d'être mort pour ne pas attirer l'attention de Rebah. Après avoir attiré plusieurs fois sur eux, Rebah était absolument certain qu'il était mort. Elle va alors récupérer ses affaires rapidement, prendre les clés de la voiture d'Eric et s'enfuir de la maison. Pendant ce temps, Eric faisait semblant d'être mort pour que Rebah ne sache pas qu'elle était encore vive.
Une fois que Rebah a pris la voiture et l'a démarré, Eric a essayé de retrouver toute sa force. Il a descendu en bas pour ouvrir la porte, mais la surprise était fermée. Elle était alors contrainte de remonter en haut et d'ouvrir les fenêtres et de crier de toute sa force. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Un homme a remarqué Eric et il a appelé la police et aussi l'ambulance. Eric a expliqué qu'il avait tenté de résister avant que Naïma ne soit tuée, croyant qu'elle était encore vivante, mais malheureusement, elle était déjà décédée. Eric a été emmené en urgence à l'opération. Les médecins étaient vraiment choqués de voir comment cet homme pouvait encore être en vie. Il avait une blessure à la mâchoire et avait perdu plusieurs dents. Sa condition était très très grave. Après l'opération, Eric est sorti de l'hôpital avec une question en tête. Pourquoi Rebah voulait-il les tuer, même s'il avait pardonné et fait la paix avec eux, et surtout avec sa fille Naïma? Les psychiatres qui ont traité Rebah ont expliqué qu'il avait une peur intense de perdre à nouveau sa fille et de ne plus jamais la revoir. Pour éliminer cette peur, il a décidé de la tuer, car il ne pouvait pas supporter cette angoisse. Eric voulait le tuer parce qu'il pensait qu'il était responsable de la fuite de Naïma. Cependant, ce n'est pas vrai, car Naïma l'a su après fuir. Le juge va poser une dernière question à Rebah. Est-ce que tu trouves Eric être un homme bon? Rebah a répondu que Eric est un homme respectueux qui souhaite le meilleur pour sa fille et qu'elle l'aimait beaucoup. Et ensuite, elle a demandé pardon à Eric et sa famille. Rebah a été jugé et condamné à 25 ans de prison le 25 octobre 2009. Merci d'avoir suivi cette série d'histoires vraies avec moi. Nous avons exploré des expériences inspirantes et parfois bouleversantes. Mais chaque histoire nous a apporté une leçon précieuse. N'oubliez jamais la force de la résilience et de la compassion. N'hésitez pas à partager vos propres récits et à continuer à inspirer les autres. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.